La promesse implicite derrière cette décision était claire: préserver l'indépendance des ressources minières tout en évitant un isolement diplomatique qui pourrait nuire au pays. Mais cette promesse s'accompagnait d'un risque majeur. Refuser l'ultimatum imposé par les puissances internationales pourrait entraîner des sanctions économiques sévères affectant l'accès aux marchés extérieurs et la stabilité politique du Sahel. Ibrahim Traoré devait naviguer dans ce contexte complexe où chaque mouvement était surveillé de près et où l'enjeu était bien plus que financier. Il s'agissait de la dignité et de l'autonomie du Burkina Faso. L'ultimatum était simple: 70% des ressources en or du Burkina Faso ou faire face à des conséquences diplomatiques et économiques dramatiques. Ce chiffre, posé sans cérémonie, avait plongé le pays dans un tourbillon de réflexion sur son avenir. Dès l'instant où le télégramme avait été reçu, la situation avait pris une tournure imprévisible. Le pays, jusque-là submergé par des défis économiques internes, se retrouvait désormais sur le devant de la scène mondiale. Ce n'était pas simplement une question d'or, mais de souveraineté nationale, de choix entre capituler ou résister face à des forces extérieures. Ibrahim Traoré, en tant que chef de l'État, portait sur ses épaules la lourde responsabilité de cette décision qui affecterait non seulement les générations présentes, mais aussi les générations futures. Le contexte était déjà tendu. Le Burkina Faso avait entrepris depuis plusieurs années une révision de ses accords miniers, cherchant à récupérer une partie des bénéfices générés par l'exploitation de ses ressources naturelles. Cependant, ces efforts s'étaient heurtés à une forte résistance internationale, notamment des puissances occidentales qui avaient toujours maintenu une influence sur les circuits économiques du pays. C'est dans ce climat d'incertitude que la réponse à l'ultimatum allait être formulée. Chaque acteur impliqué, qu'il soit militaire, diplomate ou économiste, savait que l'avenir du Burkina Faso dépendait de ce moment précis. Ibrahim Traoré savait qu'il devait agir rapidement. Le télégramme qui avait plongé le pays dans l'incertitude ne laissait pas de place à la procrastination. Dès son arrivée au pouvoir, il avait pris l'engagement de rééquilibrer les relations du Burkina Faso avec les puissances étrangères, en particulier en ce qui concernait l'exploitation de ses ressources naturelles. Mais aujourd'hui, face à un ultimatum international, cette vision était mise à l'épreuve. Pour lui, chaque mouvement serait déterminant, non seulement pour l'économie, mais aussi pour la stabilité politique du pays. Ses premiers gestes, cependant, avaient déjà eu un impact visible. En convoquant ses conseillers les plus proches, il avait commencé à décomposer les enjeux sous différents angles, l'économique, le géopolitique et même le moral. Mais c'était sa décision de réunir un groupe composé d'un économiste, d'un ingénieur minier, d'un juriste et d'un militaire qui allait rapidement marquer un tournant. Ensemble, ces experts avaient commencé à détailler les répercussions potentielles de chaque option qui s'offrait au pays. La tension était palpable dans la salle fermée du palais de Ouagadougou, alors que ces hommes et femmes se lançaient dans une analyse qui allait peser lourd dans la balance. Mais derrière ces discussions se cachait une question fondamentale. Jusqu'où Ibrahim Traoré pouvait-il aller pour défendre la souveraineté du Burkina Faso sans provoquer une rupture irréversible avec ses partenaires internationaux? La pression était déjà palpable à l'international. Les premières rumeurs d'une possible rupture des accords circulaient parmi les diplomates, mettant en alerte des puissances étrangères qui se préparaient à réagir. Le télégramme était clair: 70% des ressources minières du Burkina Faso ou un isolement diplomatique imminent. Dès sa réception, la situation a pris une tournure dramatique. Ibrahim Traoré a dû réagir rapidement face à la pression exercée par les puissances internationales. Le pays s'est retrouvé dans une phase de confrontation où chaque décision pourrait faire basculer l'équilibre fragile entre souveraineté et dépendance. En quelques heures, les différentes instances gouvernementales ont été convoquées et les premières discussions ont eu lieu sur la meilleure manière de répondre à l'ultimatum. Le président Traoré, après des heures de délibération intense, a pris la décision de ne pas céder à la pression et de défendre fermement la souveraineté du Burkina Faso, même au prix d'une rupture avec certains de ses partenaires étrangers. Les premières actions ont été immédiates. Des mesures de sécurité ont été mises en place autour des sites miniers stratégiques. L'armée et la gendarmerie ont été déployées pour protéger les infrastructures vitales du pays. Une décision de verrouillage des zones sensibles a été prise.
avec des unités spéciales envoyées pour garantir qu'aucune extraction illégale ou non autorisée ne se produise. Cette action rapide a montré la détermination de l'État burkinabé à ne pas céder aux demandes extérieures, mais elle a aussi marqué le début de tensions qui n'allaient pas tarder à se manifester à l'échelle régionale et internationale. Les réactions extérieures ont suivi presque instantanément. Les diplomates étrangers ont commencé à exprimer leurs préoccupations face à l'escalade des tensions. Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont multiplié les appels diplomatiques demandant une solution pacifique et un retour à la table des négociations. Cependant, les autorités burkinabées restaient inflexibles, affirmant que la souveraineté du pays était non négociable. La situation était désormais tendue et chaque geste semblait pouvoir déclencher une nouvelle escalade. Mais c'était le moment où la décision de maintenir la ligne allait réellement se faire sentir. Et le destin du Burkina Faso se jouait en quelques jours. Dans les heures qui ont suivi la prise de décision d'Ibrahim Traoré, plusieurs indicateurs ont commencé à révéler l'ampleur des enjeux économiques liés à l'ultimatum. Le premier chiffre marquant fut celui de la production d'or, environ 45 tonnes par an, dont près des 2/3 échappaient encore au contrôle direct de l'État. Cette donnée a permis de mesurer l'importance stratégique des mines pour le pays, ainsi que l'énorme défi que représentait la réappropriation de ces ressources. Une autre donnée cruciale a été l'analyse des revenus générés par l'exploitation minière. Bien que la part de l'État dans ces revenus ait augmenté ces dernières années, elle restait insuffisante pour garantir une pleine autonomie économique. Le pays dépendait encore fortement des accords externes pour financer ses projets de développement et un retrait de ces accords risquait de déstabiliser l'ensemble du système financier national. Ensuite, la question de l'endettement extérieur a émergé comme un facteur clé dans les décisions du gouvernement. Le montant total des dettes extérieures du Burkina Faso s'élevait à près de 5,6 milliards de dollars, une somme héritée de décennies de prêts et de concessions économiques. Le choix de maintenir le contrôle des ressources naturelles tout en refusant de céder aux demandes étrangères signifiait accepter un choc immédiat sur l'économie, une contraction prévisible du PIB de 3,2% pour l'année suivante selon les premières projections. Cependant, cette décision offrait également la possibilité d'une restructuration interne à long terme, avec une augmentation des revenus publics grâce à la nationalisation partielle des mines. Les experts ont également mis en lumière l'effet de la fermeture temporaire de certaines zones minières. L'interruption des échanges commerciaux dans ces régions a conduit à une hausse immédiate du prix de l'or de 3,7% au bout de 24 heures, puis de 5% à la fin de la journée. Ce phénomène a révélé un autre aspect du pouvoir de négociation du Burkina Faso. Malgré son statut d'économie relativement faible, le pays exerçait une pression significative sur les marchés mondiaux, prouvant ainsi que la souveraineté des ressources pouvait être utilisée comme un levier stratégique. Enfin, la réactivation des circuits locaux, avec la mise en place d'une nouvelle stratégie pour encadrer les investissements internes, a permis d'observer une légère amélioration de la circulation des liquidités en francs CFA. Bien que cette tendance fût modeste, elle a signalé une prise de contrôle plus locale et plus autonome des flux financiers, augmentant ainsi la résilience du pays face aux pressions extérieures. Dans cette situation complexe, deux arguments principaux ont émergé, opposant des visions diamétralement opposées du futur du Burkina Faso. D'un côté, les partisans de la souveraineté intransigeante défendaient l'idée que le pays devait résister coûte que coûte aux pressions extérieures. Ils soulignaient que l'or, en tant que ressource stratégique, ne devait pas être cédé sous la contrainte. Pour eux, accepter l'ultimatum reviendrait à sacrifier l'indépendance économique du pays et à maintenir une dépendance néocoloniale vis-à-vis des puissances occidentales. L'idée centrale était que cette résistance offrirait au Burkina Faso la possibilité de reconstruire une économie plus forte et plus autonome, en diminuant sa vulnérabilité aux fluctuations du marché international et en réorientant ses ressources vers un développement interne. En effet, les premières données économiques montraient déjà que le pays était capable de gérer une partie de ses ressources naturelles, même s'il risquait de connaître une contraction à court terme. De l'autre côté, les défenseurs de la négociation et de la diplomatie, qui se faisaient également
faisait également entendre. Il soutenait que le Burkina Faso, en tant qu'État enclavé et relativement isolé sur le plan économique, ne pouvait pas se permettre de couper les ponts avec ses partenaires internationaux. La perte d'accès aux financements étrangers, aux investissements et aux échanges commerciaux risquait de plonger le pays dans une crise économique prolongée. Pour ces experts, l'option la plus sage aurait été de chercher un compromis avec les puissances étrangères en acceptant au moins une partie des demandes, tout en négociant des garanties sur la gestion interne des ressources. L'argument clé résidait dans l'idée que l'indépendance économique ne pouvait pas se construire en coupant totalement les liens avec le monde extérieur, surtout pour un pays qui, en l'absence de ressources financières internes solides, dépendait encore largement de ses échanges commerciaux pour sa survie. Finalement, ces deux arguments se heurtent sur un point crucial. Quel est le prix de la souveraineté pour un pays comme le Burkina Faso ? Peut-on vraiment se permettre d'opter pour l'autonomie à tout prix, même si cela signifie des sacrifices économiques immédiats, ou faut-il accepter une forme de compromis stratégique pour sécuriser l'avenir à long terme ? Le point tournant se produisit à l'instant où Ibrahim Traoré prit la parole publiquement pour la première fois après l'ultimatum. La souveraineté du Burkina Faso ne se négocie pas, affirma-t-il d'une voix calme mais ferme devant une foule tendue, tout en rappelant que le pays avait déjà payé un lourd tribut pour son indépendance. Cette déclaration n'était pas seulement une réponse à la pression extérieure, elle marquait un changement dans la perception de la situation par le peuple burkinabé. À ce moment précis, les doutes qui planaient sur la capacité du gouvernement à résister aux forces internationales commencèrent à se dissiper. L'ultimatum n'était plus seulement une question économique ou diplomatique, il était devenu un symbole de la volonté nationale de rester maître de son destin. Les médias étrangers, jusque-là sceptiques, commencèrent à relater cette position avec plus de respect et certains analystes prévoyaient que cette rupture stratégique pourrait ouvrir une nouvelle ère pour le pays. Les conséquences de la décision de résister aux pressions internationales ont commencé à se manifester rapidement et de manière tangible dans plusieurs domaines du Burkina Faso. Premièrement, les groupes d'opposition interne, qui avaient initialement exprimé des réserves quant à la politique d'Ibrahim Traoré, ont changé de ton. Nombre d'entre eux, voyant dans cette résistance une affirmation de la souveraineté nationale, ont commencé à soutenir le président dans cette lutte. La population, quant à elle, s'est massivement rassemblée derrière l'idée d'une indépendance retrouvée, bien que le coût à court terme fût élevé. Les premiers effets économiques ont été immédiats. Le PIB du pays a enregistré une baisse de 302%, comme l'avaient prédit les experts, et certains secteurs dépendant des importations ont commencé à ressentir la pression de l'isolement. Cependant, cet impact négatif a été contrebalancé par une série de réformes internes visant à renforcer la résilience économique du Burkina Faso. Les autorités ont pris des mesures pour encourager les investissements locaux tout en réorganisant les circuits commerciaux nationaux. Le pays a également commencé à diversifier ses sources de financement, se tournant davantage vers les économies africaines, notamment en Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, la pression État en extérieur s'est intensifiée. Les sanctions économiques ont été mises en place par plusieurs pays occidentaux, affectant l'accès du Burkina Faso aux marchés internationaux et au financement extérieur. Toutefois, ces sanctions ont eu l'effet paradoxal de renforcer la solidarité au sein de la région. Les autres nations du Sahel, voyant dans la résistance du Burkina Faso un modèle de défiance face aux puissances dominantes, ont exprimé leur soutien moral. Un sentiment de solidarité régionale a émergé, marquant un tournant dans les relations géopolitiques du Sahel. Dans les rues de Ouagadougou, la tension était palpable, mais un optimisme discret se faisait sentir. La promesse de Traoré de rétablir la souveraineté minière semblait commencer à porter ses fruits. Bien que les défis économiques demeuraient nombreux, la confiance en un avenir autonome grandissait. Les discussions sur les réseaux sociaux et dans les cafés tournaient autour de cette nouvelle dynamique. Les Burkinabés se retrouvaient unis dans un sentiment de fierté nationale malgré la situation difficile. La question qui dominait désormais les débats était quelle sera la prochaine étape de cette transition et à quel prix le pays réussira-t-il à préserver sa souveraineté. Dans les mois qui ont suivi la décision de maintenir la ligne, plusieurs scénarios ont émergé quant à l'avenir immédiat du Burkina Faso.
Chacun de ces scénarios repose sur des hypothèses distinctes, prenant en compte les risques et les opportunités créés par la décision d'Ibrahim Traoré de résister à l'ultimatum international. Pour commencer, l'hypothèse la plus probable serait celle où le Burkina Faso choisit de tenir la ligne. Il continue de maintenir sa souveraineté sur ses ressources minières tout en consolidant ses relations avec d'autres pays africains. Les premières estimations montrent une légère contraction du PIB de 3,2% pour l'année en cours, mais le pays réussit à éviter une crise économique majeure, grâce à une série de réformes internes, notamment dans la fiscalité et la gestion des ressources naturelles. L'économie commence lentement à se redresser. Les investissements étrangers restent limités, mais le pays voit une augmentation de l'investissement local et une hausse des partenariats avec des entreprises africaines. La solidarité régionale se renforce avec l'adhésion progressive de pays voisins qui cherchent à s'inspirer de l'exemple du Burkina Faso. Ce scénario maintient une certaine stabilité, mais avec des défis constants en termes de gestion des ressources et de relations diplomatiques internationales. Ensuite, on peut imaginer une trajectoire plus favorable portée par un effet domino africain. Dans cette version, le Burkina Faso réussit à transformer la crise en une opportunité pour renforcer l'intégration économique et politique de la région. D'autres pays du Sahel, inspirés par la position de Traoré, décident de suivre une trajectoire similaire. Des initiatives communes sont lancées, notamment pour la gestion des ressources naturelles et la création d'une monnaie numérique régionale. Le Burkina Faso devient un leader dans ce mouvement, en jouant un rôle clé dans la refonte des relations économiques au sein de l'Afrique de l'Ouest. L'économie burkinabé commence à se diversifier davantage, soutenue par des investissements dans des secteurs tels que l'agriculture, la technologie et les infrastructures. Bien que les sanctions économiques persistent, leur impact est atténué par l'augmentation des échanges intra-africains et des partenariats renforcés avec des acteurs économiques locaux. Ce scénario porte des espoirs de croissance à long terme, soutenus par une coopération régionale accrue. Enfin, il existe aussi une issue plus sombre, celle d'une crête étroite où la marge de manœuvre se réduit. Dans ce cas, le Burkina Faso fait face à une pression internationale croissante. Les sanctions économiques imposées par les puissances occidentales deviennent plus sévères, entraînant une dévaluation de la monnaie locale et une inflation élevée. L'isolement diplomatique commence à peser lourdement sur les secteurs clés de l'économie, notamment l'agriculture et l'exploitation minière. Le pays rencontre des difficultés pour maintenir ses importations de biens essentiels, ce qui crée des pénuries et un mécontentement populaire croissant. Malgré cela, Ibrahim Traoré persiste dans sa politique de défense de la souveraineté nationale. La solidarité régionale est présente, mais elle n'est pas suffisante pour compenser les effets destructeurs des sanctions économiques. Ce scénario plonge le pays dans une période de turbulence où chaque décision devient une question de survie économique et politique. La décision de résister aux pressions extérieures n'a pas seulement affecté les élites politiques du Burkina Faso, mais a profondément touché la population. Au-delà des statistiques économiques et des analyses diplomatiques, ce choix a résonné dans le quotidien des Burkinabés qui ont vu dans ce geste une affirmation de leur dignité et de leur droit à l'autodétermination. Les habitants des villes, tout comme ceux des villages reculés, ont commencé à ressentir que l'avenir du pays était désormais entre leurs mains, et non plus sous le contrôle de puissances étrangères. Ce sentiment de cohésion et de fierté a été particulièrement palpable dans les rues d'Ouagadougou, où des rassemblements ont eu lieu, non pas pour soutenir un dirigeant, mais pour célébrer un idéal de souveraineté collective. Le rôle des jeunes, en particulier, a été central dans cette dynamique. En dépit des difficultés économiques qui en ont découlé, nombreux sont ceux qui ont vu dans cette résistance une opportunité de redéfinir leur avenir. Beaucoup ont commencé à s'impliquer davantage dans les projets locaux, cherchant à contribuer activement à la reconstruction économique du pays. Les réseaux sociaux, quant à eux, ont amplifié ce mouvement en devenant un espace de discussion où chacun pouvait partager ses idées sur la voie à suivre. L'unité nationale semblait prendre forme non seulement à travers les actions du gouvernement, mais aussi à travers la mobilisation populaire. Dans le même temps, le sentiment de solidarité régionale s'est renforcé. Les voisins du Sahel ont vu le Burkina Faso comme un modèle, un pays qui, malgré sa vulnérabilité,
oser défier les puissances dominantes. Cette vision d'unité et de résistance a inspiré des discussions sur la possibilité de créer des alliances plus solides au sein de la région, dépassant les frontières nationales et cherchant à bâtir un avenir commun. Pour les Burkinabés, la décision de défendre leur souveraineté est devenue plus qu'une simple politique. C'était un symbole de leur pouvoir collectif, une démonstration qu'ils pouvaient, malgré tout, façonner leur propre destin. Pour garantir la pérennité de la souveraineté du Burkina Faso et surmonter les défis économiques qui en découlaient, Ibrahim Traoré a mis en place une série de mesures concrètes destinées à renforcer la résilience nationale. La première étape cruciale a été la sécurisation des ressources minières. Des équipes mixtes, composées de militaires et de gendarmes, ont été déployées sur les sites aurifères stratégiques afin de prévenir toute extraction illégale ou non autorisée. La surveillance a été intensifiée et des contrôles plus stricts ont été instaurés, garantissant ainsi que l'or du pays restait sous contrôle national. En parallèle, une réforme fiscale et contractuelle a été lancée, visant à optimiser la gestion des ressources naturelles tout en redistribuant équitablement les bénéfices au niveau local. Le gouvernement a renégocié certains contrats miniers, imposant une plus grande transparence et une meilleure répartition des profits, tout en garantissant que les communautés locales bénéficient directement des revenus générés. Cette réforme a permis de renforcer le tissu économique local, tout en assurant que les ressources du pays profitent d'abord à ses citoyens avant d'être allouées aux marchés internationaux. La numérisation des échanges commerciaux a également été une priorité. Le gouvernement a accéléré le déploiement d'un système de paiement national interconnecté avec les réseaux africains afin de réduire la dépendance aux circuits financiers internationaux. Ce système a permis de sécuriser les transactions, d'augmenter la circulation des liquidités en monnaie locale et d'encourager les investissements régionaux, en particulier en Afrique de l'Ouest. Les résultats ont été rapides. Dès les premiers mois, la part des paiements en francs CFA a légèrement augmenté, signifiant un renforcement de la confiance dans l'économie locale et une réduction de la dépendance aux devises étrangères. Enfin, le gouvernement a lancé un programme d'éducation économique pour sensibiliser la population aux enjeux liés à la dette, aux ressources naturelles et aux flux commerciaux. Ce programme, destiné à toutes les tranches de la société, a permis une meilleure compréhension collective des défis économiques du pays et de la manière dont chacun pouvait y contribuer. L'intégration de ces modules dans les écoles et universités a été un pas important vers la construction d'une génération consciente et engagée dans le développement durable du Burkina Faso. Alors que le Burkina Faso entrait dans une nouvelle phase de son histoire, Ibrahim Traoré se tenait une fois de plus devant son peuple. Son regard était empreint d'une détermination calme, mais aussi d'une profonde responsabilité. « Nous avons choisi notre avenir », avait-il déclaré lors de sa dernière allocution publique. Ces mots résonnait comme un écho à la décision prise des mois plus tôt, lorsque le pays avait décidé de ne pas se soumettre aux exigences extérieures. Ce n'était pas seulement un message politique, c'était un symbole de résistance, un rappel de la capacité de la nation à se réinventer, même face au vent contraire. Les Burkinabés, dans les rues d'Ouagadougou et au-delà, savaient que le chemin serait long, semé d'embûches, mais l'espoir d'un avenir autonome où chaque citoyen pourrait participer à la reconstruction du pays était palpable. Il ne s'agissait plus seulement de chiffres ou de politique économique, mais d'une nation qui avait choisi de défendre sa dignité, sa souveraineté et son identité. Ibrahim Traoré avait créé un lien fort avec son peuple, un lien forgé dans la lutte commune pour l'indépendance, non seulement vis-à-vis des puissances extérieures, mais aussi à l'égard de son propre destin. Le message qu'il laissait derrière lui était clair. La souveraineté du Burkina Faso n'était pas un idéal abstrait, mais une réalité vécue chaque jour par ceux qui croyaient en l'avenir du pays. Et ce jour-là, dans l'ombre du palais, un simple mais puissant sentiment flottait dans l'air. Nous avons tout ce qu'il faut pour réussir. C'est ensemble que nous bâtirons ce futur. Le Burkina Faso, après une lutte acharnée, s'est retrouvé à un carrefour décisif. Le chemin vers la souveraineté et l'autonomie est encore semé d'embûches, mais l'histoire en marche montre que l'engagement du peuple, guidé par Ibrahim Traoré, peut porter ses fruits. Il est désormais du devoir de chaque Burkinabé
de continuer à participer activement à ce projet commun, qu'il soit dans les villes, les villages ou même dans la diaspora. Chaque geste compte, chaque action, aussi modeste soit-elle, contribue à la transformation du pays. Ensemble, nous pouvons bâtir un Burkina Faso plus fort, plus indépendant et plus uni. Il est temps de réfléchir à la manière dont chacun d'entre nous peut jouer un rôle dans cette aventure collective. Comment pouvez-vous, à votre échelle, soutenir cette vision pour l'avenir du pays ? Prenez un moment pour considérer l'impact de vos actions quotidiennes. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour soutenir ce projet de souveraineté et d'indépendance et comment contribuer à cette dynamique positive qui transforme déjà le pays ? Le futur du Burkina Faso appartient à tous et il se façonne dès aujourd'hui. Un télégramme classifié est tombé comme un coup de tonnerre annonçant un ultimatum de 48 heures. Le Burkina Faso se trouvait face à une décision cruciale. Céder ou préserver son or et sa souveraineté. À travers cette épreuve, Ibrahim Traoré se retrouverait au centre d'une confrontation géopolitique d'une ampleur inédite, avec des enjeux qui dépassaient largement les frontières du pays. Quelles conséquences cette décision aurait-elle pour le peuple burkinabé ? Et comment Ibrahim Traoré allait-il gérer cette pression immense sur ses épaules ? Ibrahim Traoré se trouvait à un carrefour décisif, où chaque choix pourrait marquer l'avenir du Burkina Faso. Les conséquences de sa décision ne se limitaient pas seulement à la survie économique du pays, mais engageaient également sa souveraineté et son rôle sur la scène internationale.